Bonjour et bienvenue chez Allaitement pour tous. Vous êtes avec Astart Rising et nous allons discuter l'allaitement maternel avec les plus grandes expertes de France. Cette production et toute production d'Allaitement pour tous sont conformes au Code international de commercialisation des substituts de lait maternel. Allaitement pour tous a pour politique d'accepter ni fonds, ni publicité, ni soutien quelconque, quel qu'il soit, issu de l'industrie de l'alimentation infantile et ses accessoires, conformes au Code international. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Julia, maman de Renan, qui aura 3 ans le mois de mai 2014. Julia et Renan habitent dans le Drôme depuis plus de 10 ans, avec Roger, le papa de Renan. Julia est monitrice d'équitation de formation, mais elle a choisi d'arrêter cette activité à la naissance de Renan pour qu'elle puisse s'occuper de Renan et répondre à ses besoins. Maintenant, elle est chef d'une entreprise de mécanique générale et fabrication des nourrisseurs équins, pour lesquels elle s'occupe de la gestion et de la comptabilité, pendant que son mari gère la fabrication. Elle peut comme cela s'organiser comme elle veut dans son travail. Elle est aussi très investie bénévolement dans l'association Naître et Grandir en Confiance, à Romans-sur-Isère dans le 26, où elle intervient en tant que monitrice de portage et conseillère en couche lavable auprès des parents et professionnels de la petite enfance. Cela la permet de transmettre son expérience et d'agrandir son réseau social pour elle et pour son fils, qui rencontre plein d'enfants et d'autres mamans actives. Merci Julia de nous avoir rejoints aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée à vouloir allaiter ton enfant? Alors moi, j'ai eu la chance de voir ma petite sœur qui est née lorsque j'avais 17 ans, que ma mère a allaité pendant jusqu'à ses 4 ans environ. Donc j'ai baigné un petit peu dedans et donc c'était pour moi une évidence en fait. C'était l'exemple que j'avais eu, donc voilà, c'était ce que je voulais pour mon enfant. Donc, je pense qu'on peut dire que puisque l'allaitement était la norme dans ta famille, que c'était dans ta culture. C'est ça. Moi, c'est ce que voilà, c'est ce que j'avais vu. Je connaissais pas d'autres bébés qui avaient été nourris au biberon. Donc, c'était ça que. Donc, tu n'avais jamais, à cet âge-là, 17 ans, 17, 18, ça fait 4 voilà. ans, 17, 18, 19, 20. Donc, jusqu'à tes 20 ans, tu n'avais jamais vu les bébés au biberon? En fait, je faisais pas spécialement attention, hein. C'était l'adolescence, à mon avis, je faisais pas spécialement attention aux autres bébés qui gravitaient autour de moi. Par contre, ma sœur était très très importante. C'était un petit peu comme ma fille. Et voilà, c'était ça, c'était mon exemple. Et le maternage, pour moi, ça passait du coup par l'allaitement, quoi. Ok, donc tu es née dans une famille où le maternage passait par l'allaitement, où le maternage était à travers l'allaitement. Oh oui. On dit, quelle chance! Ça avait une place très importante, hein, ma mère. Même nous, moi et mon frère, qui sommes nés au début des années 80 à peu près, elle nous a allaités, donc pas énormément, mais elle nous a allaités quand même. Voilà, elle était déjà convaincue des bienfaits de l'allaitement malgré la propagande qui était faite à l'époque pour les laits. Dans les années 80, elle disait c'était le forcing du lait artificiel. Donc voilà. Pourquoi du forcing? Comment tu avais vu du forcing? Elle disait que déjà elle a allaité, je crois, mon frère 1 mois et moi 3 mois, et c'était déjà très long, quoi. Pour l'époque, elle disait il y avait très peu de mamans qui allaitaient, ne serait-ce que quelques semaines. On recevait absolument pas de soutien, ils orientaient absolument pas vers un allaitement maternel. Hein, c'est ça. Qui c'est ils? Les professionnels de santé, okay. Ou tous les gens en contact avec la maman enceinte et ensuite la jeune maman, quoi. En plus de l'entourage, j'imagine. Oui, en plus de l'entourage, c'est certain, oui.
Je me rappelle, j'avais discuté avec une maman qui m'avait expliqué pourquoi elle avait arrêté l'allaitement à 2 mois. Et la raison qu'elle avait dit, c'est que sa voisine avait dit que son bébé était affamé et qu'il fallait à tout prix introduire les petits pots commerciaux et stopper l'allaitement. Donc, elle a dit, OK, bon conseil. Elle a arrêté l'allaitement, elle a commencé avec les petits pots et des biberons et c'était terminé pour son enfant. Ouais. Elle a dû pas se renseigner plus loin, j'imagine. Eh ben oui, c'est ça, ouais, il n'y a pas eu plus de soutien. Il était jeune, son bébé? Au soutien, j'imagine qu'il y avait du soutien à portée de main parce qu'elle était quand même présidente d'une association de parentalité anglophone à Paris. Donc j'imagine que le soutien et les informations étaient à portée de main, mais elle n'a pas cherché. La voisine Oui, voilà, était, elle les a pas recherchés. Ouais, ça, le conseil, il lui a paru. la voisine semblait des bons conseils, j'imagine. Voilà. Donc, ouais. donc la pression de l'entourage, c'est ce dont on le perçoit, je pense. Et si ça correspond au message des autres aussi, ok, bah ça devient la culture en fait. Voilà. C'est comme ça que la culture est formée. Comment as-tu assuré la grande fréquence des tétés dans les premiers mois de ton allaitement? Alors, de nouveau, j'ai eu la chance que ma mère, elle m'offre une écharpe de portage. Ah ah! Et comment ta mère a pu savoir que ça existait? Eh ben, je sais pas. Comme ça, dans un magasin de puériculture, elle est passée devant et elle s'est dit, ah ouais, ça me correspondrait bien. Et puis, voilà, un peu au plouf-plouf. Voilà. Génial. Et, ouais. Donc, j'ai découvert. Donc, quand j'étais enceinte, elle me l'a offert. Et du coup, j'ai eu le temps de manipuler un tout petit peu. Et quand Renan est arrivé, ça m'a un peu sauvé la vie, parce qu'il était très, très, très. Il avait beaucoup, beaucoup besoin de moi et beaucoup, beaucoup besoin de tété. Donc, ça m'a permis de pouvoir vivre ailleurs que sur le canapé. Ah oui, je connais. Et soulagement. Voilà, sans pour autant qu'il perde du poids ou que je le laisse pleurer dans un endroit tout seul. Donc voilà, ça je pense que ça a été vraiment la très belle découverte et ouais, ce qui a sauvé notre vie et notre relation. Et comment tu avais appris à la nouer? Alors au début, j'ai suivi les notices d'utilisation. Et puis petit à petit, je me suis de plus en plus renseignée un peu partout sur les vidéos, sur différents sites. Et puis j'ai ensuite rencontré une association de soutien, une association qui fait en général du soutien à la parentalité tout près de chez moi. Et donc j'ai suivi des ateliers de portage, tout ça pour devenir il y a quelques mois moi-même monitrice de portage. Ah, t'es monitrice de portage. Ouais. Ah, oui. Bravo. Ah, je savais pas. Excellent. Super. Et quand tu faisais ton nœud au départ, est-ce que tu faisais de façon à pouvoir allaiter dans l'écharpe tout de suite ou c'est quelque chose que tu avais appris par la suite? Non, petit à petit, je me suis dit, il est là contre moi, il veut téter tout le temps, au lieu de défaire et de refaire tout le temps ce nœud, je vais le porter un peu plus bas et qu'il puisse téter quand il a besoin, quoi. Donc voilà, petit à petit, spontanément, je me suis dit, je le noue plus bas, quoi. Ce qui tétait vraiment en continu, quoi, presque. Est-ce qu'il était comme en deuxième, une fois par jour, du matin au soir? C'était un peu ça, oui. Un petit peu, oui. Bébé miraculeux, il tète une fois par jour. Voilà. Du matin au soir, ça n'arrête pas. Et une fois par nuit, il ne débranche pas de la nuit. Voilà. Ok, donc tu t'es débrouillée toute seule à allaiter à hauteur des seins, à hauteur des tétés. Et comme ça, tu as pu assurer le 1 tété par jour, du matin au soir. C'est ça. Ok. Bien. Est-ce que tu étais super fatiguée les premiers mois? Est-ce que ça t'a permis d'être trop active? Non, je pense que ça m'a permis de faire les choses comme j'avais envie de les faire et justement d'être moins fatiguée parce que
Parce que les fois où j'étais sur le canapé et bloquée parce que je l'avais pas mis dans l'écharpe ou parce que toute autre raison, eh ben on trouve pas la position qu'on veut, on peut pas s'allonger, on peut pas bouger, marcher. Enfin, non, je pense vraiment que l'écharpe, ça m'a permis de faire les activités, de prendre le soleil, de marcher, de prendre l'air dans ma belle campagne. Donc non, je crois pas que j'étais particulièrement fatiguée, que j'aurais été plus fatiguée si j'avais pas eu cette écharpe. Ah, tu penses? Ok. Ouais, je pense, parce que ça aurait demandé de le manipuler très souvent, de le prendre, de le reposer. Tu sais, autrefois, on enseignait des femmes d'allaiter assis droite dans ce qu'on appelle la position dactylo, qui était calculée après la position du biberon, en fait. Parce que tu donnes un biberon comme ça. Okay. Et il y avait des essais qui ont été faits sur un groupe de mamans. Et sur les 27 mamans où on avait essayé la position dactylo, il y avait que 3 qui ont réussi à allaiter sans douleur. Et un qui avait réussi à la maintenir. Ah oui, d'accord. Maman, oui, sur les autres, ça n'a pas du tout marché. Ah bah oui, j'imagine que ça doit faire un peu lourd, ouais. Quand tu dois allaiter très très fréquemment, ouais, c'est pas génial. Oui, c'est ça, oui. Bien. Et c'était une écharpe stretch ou une écharpe 100% coton? Non, ouais, tissé, 100% coton, ouais. Bien. Ok. Et quand tu apprends le portage aujourd'hui dans tes réunions, est-ce qu'il y a une demande particulière pour un nœud particulier ou est-ce que tu mets toute la panoplie des nœuds possibles et les femmes choisissent lesquels les conviennent? Comment ça marche le choix d'un nœud? On propose un nœud plutôt selon l'âge du nourrisson et selon la demande des parents. Plus souvent des nœuds sur le ventre, parce que quand les enfants sont tout petits, les parents sont rassurés de les avoir juste devant, mais il nous arrive aussi de proposer des nœuds derrière. Ceci pour les parents qui font, par exemple, qui travaillent sur le marché ou je sais pas avec leur bébé, par exemple, ça peut être une demande de nouer sur le dos ou sur la hanche pour des enfants qui sont très éveillés rapidement. Voilà, on adapte selon l'âge et selon la demande des parents. Voilà. Et quand tu apprends portage dans le dos, c'est à partir de quel âge environ? Et si les parents sont à l'aise et que les enfants sont en bonne santé, donc pas d'hypotonicité ou de problèmes à la naissance, dès que les parents sont à l'aise, on peut proposer de les mettre au dos. Est-ce que ça peut être aussitôt que 6 mois? On peut proposer dès la naissance. Ah, excuse-moi, j'avais pas compris. Voilà, c'est ça, oui. Dès la naissance, enfin dans les quelques premiers jours, si l'enfant est suffisamment tonique et que les parents sont à l'aise, voilà, on peut proposer de les mettre au dos immédiatement. Ah, tout de suite à la naissance. Ok, bah c'est vrai. En Afrique, on porte à partir du 40e jour, donc 6 semaines. Ça. Ah, ok. Et seulement, on m'avait dit que les bébés africains ont une tonicité musculaire beaucoup plus importante que nous, des Européennes. C'est ça. C'est ça. Après, on pratique pas les mêmes nouages et pas les mêmes positions. Ouais. Et on les place pas au dos pareil, mais ah bon? mais nos bébés, eux, ils les attrapent par les bras, ils les portent plutôt dans le dos très très bas, un peu couchés et un peu contenu quelque part dans leur pagne. Mais voilà, nous on les portera plus haut, mais un bébé voilà qui est suffisamment tonique, il peut largement être porté dès les premiers jours. Ok, pas pratique pour l'allaitement en revanche. Ah, pour l'allaitement, non, il faut pas que ce soit un bébé qui tète toutes les minutes parce que ouais. Voilà. Tu vas devoir la descendre beaucoup. Oui. C'est ça. Mais pour travailler sur les marchés notamment, par exemple, parce qu'on a eu des demandes, c'est quand même très pratique d'avoir le bébé au dos et de pouvoir brasser devant. Donc chacun ses besoins? C'est exactement.
À Paris, je vois les enfants de plus d'un an, 2 ans, 3 ans, presque 3 ans, oui, je vois ça. Les enfants portés toujours devant. Et moi, je fais partie d'une de ces folles qui avait porté 2 ans devant. Donc, j'avais un énorme truc. Mon enfant était, le premier, ma deuxième aussi, était particulièrement grande pour son âge. Et mais ses besoins étaient très intenses. Donc, il avait besoin d'être porté devant 2 ans. Et au bout de 2 ans, je dis, bah, écoute, soit tu passes dans le dos ou c'est poussette. Et poussette, c'est inacceptable pour moi. Donc c'est le dos. Et il a hurlé les premiers quelques minutes. En fait, je suis descendue dans la rue parce que j'avais eu déjà l'expérience de portage avec des anneaux. La première fois que je l'ai mis, il a hurlé. Et alors je suis descendue dans la rue et c'était nuit, mais il avait pleuré. Enfin, je me rappelle plus quel était le problème. Il avait pleuré, donc je marchais dans la rue et au bout de 3 minutes, il s'est arrêté. Et j'ai réussi à le mettre au sein ce jour-là. Et à partir de ce moment-là, non, il avait pleuré en le mettant la deuxième fois. Mais une fois que je l'avais mis au sein, il avait compris, portage égale tété. Donc, il n'avait plus jamais pleuré devant. Oui. Il avait pleuré au départ. Mais à partir de deuxième fois, il n'avait plus jamais pleuré devant. Donc, je savais que si je marchais dans la rue, la première fois que je l'ai mis dans le dos, qu'il allait arrêter dès qu'il voyait autre chose, qu'il était distrait. Oui, d'accord. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Je l'ai mis dans le dos, je suis descendue et dans les 3 minutes qui suivaient, il avait arrêté de pleurer. Qu'est-ce que tu conseilles aux parents qui disent, moi, je veux pas le mettre dans le dos parce qu'il pleure? Qu'est-ce que tu dis? Alors nous, on a effectivement un assez grand nombre d'enfants qui bébés ou plus grands qui pleurent pendant l'installation en fait, effectivement, parce que c'est pas forcément le moment, ils ont pas envie d'être manipulés en tout cas. Voilà, parce qu'il y a forcément un temps pour installer l'écharpe, surtout au départ quand on est un peu novice. Et donc effectivement, nous on leur propose toujours de pas se décourager par ces pleurs-là, que l'installation elle sera de plus en plus rapide, que l'enfant va se rendre compte qu'il est confortable contre son parent et que en lui parlant, le rassurant, le berçant même pendant les nœuds, parfois il y a des parents qu'on arrive à faire marcher un petit peu pendant le nouage. La plupart, la majorité, voire tous les bébés et les enfants, peu de temps après le nouage, les parents marchent et ils se calment tout de suite, voire ils s'endorment. Ah oui. Donc donc ils sont rassurés, ils disent qu'effectivement, même si les enfants pleurent, ça vient rapidement. On a très très peu d'enfants qu'on est obligé de descendre parce que ils se calment pas, parce qu'ils s'énervent et qu'ils veulent absolument descendre quoi. Ok, donc quasiment tout le monde, tous les enfants se rendent compte très bien qu'ils sont mieux portés que pas portés. C'est ça, ouais. C'est ça. Et qu'une fois que c'est fini, ils sont bien contre leurs parents, ouais. Super, c'est beau. Alors, je te pose une prochaine question. Comment es-tu arrivée dans le soutien des mamans pour l'allaitement maternel? Un petit peu comme le portage, ça s'est fait petit à petit. Quand j'ai voulu commencer à partager, à m'entourer de mamans qui allaitaient aussi, qui vivaient un petit peu les mêmes choses que moi, à trouver des forums, des associations, donc notamment la LLL et puis Allaitement pour tous et mon association locale Naître et grandir en confiance. Et local, c'est où? À Romans-sur-Isère, dans la Drôme, à côté de Valence. Tu peux répéter le nom ou nous donner un site? C'est Naître et grandir en confiance. Le site, c'est le blog du même nom. Et pourquoi tu as pris contact avec ces associations? Alors, parce que je vivais des difficultés pour mon allaitement. On sait maintenant que c'est à cause des freins de langue et de lèvres de Renan. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus pour savoir, pour comprendre pourquoi je vivais toutes ces difficultés. Et puis parce qu'il arrive un moment où on se sent un petit peu seul au monde d'allaiter notre enfant qui a plus de 6 mois. Donc on cherche un petit peu des mamans extraterrestres comme nous pour se trouver un peu plus normales.
Culture. Voilà. Et donc voilà, petit à petit, l'envie de partager, d'aider ces mères qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'informations, voilà, qui vivent donc les mêmes difficultés que moi notamment, donc notamment sur les freins, mais bon après aussi sur d'autres. Okay. Alors, vers quel âge tu avais commencé tes difficultés d'allaitement? En fait, dès la naissance, avec cet été en continu et qui était pas très agréable, notamment, enfin la succion et notamment au tout début des tétés. Donc douloureux. Voilà, ouais, c'était pas un calvaire comme certaines mamans peuvent le raconter en cas de frein, mais voilà, elles étaient vraiment, les tétés étaient vraiment désagréables. Et puis Renan a eu énormément de difficultés à prendre le sein les premiers jours à la maternité. Oui, enfin même il a pas réussi. Je suis sortie avec des bouts de sein en silicone parce que de la maternité parce il arrivait pas du tout à téter. Bon, j'ai eu un accouchement assez compliqué, donc il était aussi très affaibli et très douloureux, donc il a été nourri par sonde. Sonde de gavage. C'est ça, ouais. À travers le nez. Voilà, à travers le nez, oui. Donc uniquement, heureusement avec mon lait, ça c'est quelque chose à laquelle je tenais. J'ai réussi à lancer ma lactation quand même grâce au super tire-lait de la maternité. Ah oui, bravo. Et est-ce que la maternité t'avait encouragé de tirer pour assurer la lactation? Alors, j'ai pas reçu énormément de conseils sur l'utilisation du tire-lait. En fait, j'ai fait au feeling et j'avais vraiment très très envie de lancer cet allaitement et que mon fils il ne reçoive absolument pas une goutte de lait en poudre. Enfin voilà, moi c'était vraiment plus que l'allaitement, j'étais absolument contre ces laits en poudre, quoi. Donc je voulais pas qu'il en reçoive une seule goutte. Et ma foi, j'ai pas trop eu de difficultés. Voilà, j'ai même réussi à gérer ma montée de lait toute seule. Avec un tire-lait. Avec un tire-lait et le fameux tire-lait de la maternité, le Kittet, qui a une telle réputation. Donc voilà, j'ai eu un vague souvenir de la montée de lait un peu douloureuse, à me masser sous l'eau chaude pour désengorger un peu, mais voilà, je tirais toutes les 3 heures et je lui montais directement pour qu'il puisse lui mettre dans la sonde. Donc tu avais eu du colostrum, je suppose, au départ. C'est ça, oui. Et tu as réussi à garder les quantités de colostrum du tire-lait? T'avais fait des grosses quantités de colostrum alors? Alors je sais, non, alors soit j'ai tout de suite, comme j'ai stimulé beaucoup au tire-lait, j'ai tout de suite lancé ma montée de lait rapidement. Soit le colostrum, il a réussi à l'attraper vaguement quand on essayait de le mettre au sein. Ok. Donc lui, il a eu le colostrum direct. Et t'avais commencé à tirer ton lait à partir de quel jour? J'ai commencé à tirer. À J2, il est monté en néonatologie pour être gavé, etc. Donc il était avec toi les premiers 2 jours. Où il faisait des allers-retours. Non, à J1, il est déjà monté parce il a eu suspicion en plus d'infection. Il a fait une énorme jaunisse où il a passé 12 heures sous la lumière. Donc en fait, il a fait des allers-retours. Il a passé qu'une nuit complètement sans moi, mais sinon il faisait des allers-retours. Je tenais à ce qu'il me le ramène dès que possible en fait. Et donc j'ai tiré mon lait tout de suite en fait, pratiquement. Dès qu'on s'est aperçu qu'il n'arrivait pas vraiment à attraper le sein et que même quand il attrapait, il s'en sortait pas. Il n'arrivait pas à prendre suffisamment de lait, quoi. Ils ont été tout de suite très inquiets parce qu'il a perdu beaucoup de poids et ils le trouvaient trop faible. Heureusement pour le passer au biberon, donc ils l'ont quelque part. Je pense que ça a été une chance qu'il soit gavé et pas nourri au biberon, parce que il aurait pu, avec ses freins, il aurait vraiment pu faire une sacrée confusion. Donc bon, c'était pas marrant pour lui d'être nourri par sonde, mais au moins.
Il n'y a pas eu ce risque de confusion. Et puis, je pouvais monter quand je voulais et je le mettais contre le sein en position d'allaitement pendant qu'il était nourri, en fait, par la sonde. On a quand même essayé de faire au mieux possible pour notre relation. Et... Bravo. OK. Voilà. Et donc, jour 2, après qu'il a tiré le mieux qu'il pouvait, il a enclenché la lactation le mieux qu'il pouvait avec en sortant le colostrum. Là, tu commences avec un tire-lait électrique. Oui. Et tu commençais à voir le lait dilué, donc pas le beurre concentré, mais le lait dilué. À partir de combien de tirages après la première fois? Je m'en souviens pas. Ça fait trop loin, je m'en souviens pas. Je me rappelle que je tirais vraiment de très grosses quantités. J'en tirais trop, quoi. Il me disait stop, j'en ai pour les 2 fois, quoi. Donc excellent. Ouais, ça j'ai vraiment pas eu de mal, heureusement. Hein, j'ai vraiment pas eu de mal à lancer ma lactation et avoir suffisamment de lait pour le nourrir. Oui, elle me disait c'est bon, j'en ai assez. Donc j'avais vraiment beaucoup de lait et j'arrivais à tirer avec ce tire-lait. Mais est-ce qu'on t'avait dit ne tire pas plus que, ou on avait dit vas-y tire autant que tu peux parce que mieux tu stimules, plus facile ça sera plus tard? Non, ils m'ont dit stop, on n'en a pas besoin de plus, quoi. Vous avez pas besoin de tirer autant, ils m'ont dit. Ils m'ont pas dit stop, arrêtez de tirer. Ils m'ont dit vous avez pas besoin de tirer autant, on en a assez là. Ok. Voilà. Et tu te rappelles le temps en minutes que tu passais au tire-lait? Non, c'était rapide, une vingtaine de minutes sur les 2 seins, je pense. Ok. C'était assez rapide, ouais. Ok. Parce que les recommandations sont entre 20 et 40, enfin, selon le mode d'emploi des tire-laits, avec un double. Et on voit parfois les mamans qui disaient, non, à la maternité, on m'avait dit de tirer à 3 minutes. Et si au bout de 3 minutes, j'avais pas de lait, ça voulait dire que je n'aurais jamais du lait. Ah, je sais, ouais, c'est moi, terrible. ils m'ont absolument jamais rien dit. Hein. Ils m'ont amené le truc, ils m'ont dit que ça marche comme ça, tu le branches là, tu l'allumes là, et c'est tout. Hein. J'ai jamais rien eu. Il y a jamais quelqu'un qui est venu pour me dire est-ce que ça va, est-ce que vous avez mal, est-ce que vous voulez autre chose, est-ce que à la taille des tétrelles ça va, ou enfin jamais personne ne m'a rien dit et demandé sur le tire-lait et la façon dont tirer, quoi. Super, ni en termes de temps. Ils m'ont juste dit votre bébé il est nourri toutes les 3 heures. Si vous voulez qu'il ait le lait fraîchement tiré, vous pouvez nous le monter directement toutes les 3 heures, quoi. Sinon, si vous en tirez plus, on peut le mettre au frais et lui redonner le lait. Voilà, moi j'avais envie qu'il ait le lait directement fraîchement tiré, donc je lui montais tout de suite, mais... Excellent. Donc tu as pu assurer un allaitement exclusif. C'est ça, il a jamais reçu de lait artificiel, ouais. Génial. Jamais ou juste... Jamais, pas une goutte, ouais. Donc, malgré tous ces problèmes, le problème de succion, les tétés continues, la douleur au sein, tu as quand même assuré un allaitement exclusif. C'est ça. J'ai eu une relation particulière avec mon tire-lait. Du coup, même une fois rentrée à la maison, mais oui, j'ai réussi. J'ai pris pendant très longtemps aussi du fenugrec. Mais j'ai toujours réussi à avoir suffisamment de lait pour ne pas avoir besoin de lui donner autre chose, quoi. Fabuleux, chapeau bas, superbe. C'est ce genre d'anecdotes on entend en Afrique du Sud où la peau à peau est appliquée au moins dans les hôpitaux de Niels Bergman. La peau à peau est pratiquée pour tout le monde, quelle que soit la prématurité du bébé. Et dès que c'est possible, c'est 24/24 ou c'est les périodes les plus prolongées possibles. Et les mères, dans ces cas-là, elles sont encouragées de tirer leur lait le plus rapidement possible, le plus tôt possible quand il y a un problème et le bébé ne peut pas téter. Et c'est dans ces cas-là où on entend lactation abondant, aucun problème de quantité, assure plus que nécessaire, etc., etc. Ce n'est, je pense que la différence quand les mères n'arrivent pas à assurer un allaitement exclusif, c'est d'une part en absence tirage précoce ou
comment dire, plus tôt possible. Voilà, un tirage qui n'est pas pratiqué suffisamment tôt. Voilà, Oui. la stimulation qui n'est pas enclenchée suffisamment tôt. Je pense que souvent les mères ne pensent pas qu'elles peuvent assurer l'enclenchement d'une lactation avec une tire-lait électrique. Oui. Soit on leur a pas dit ou elle sait simplement pas. Et donc, ce n'est que plus tard où elle entend parler de possibilité d'assurer sa lactation par un tire-lait électrique. Ouais. Et quand on commence tard, c'est possible, hein, c'est possible, mais c'est toujours plus difficile, je pense. C'est difficile, ouais. Ouais. Et puis le contact et la relation avec l'enfant, je pense que ça y fait aussi beaucoup, quoi. Du coup, je l'ai gardé. Enfin, il était tout le temps avec moi, quoi. Il y avait que quand il était sur moi qu'il apaisait. Il dormait. Même quand on est rentré à la maison, donc à J+8, je crois, il dormait que sur moi. Il faisait pas de sieste ailleurs que sur moi. Il était dans l'écharpe toute la journée, quoi. Donc je pense que ça, effectivement, ça a aussi aidé à assurer ta lactation. À assurer la lactation, oui. Ouais. Ok. Et quand tu avais l'écharpe, tu l'avais à la maternité alors? Non, j'avais pas emmené l'écharpe à la maternité. Ok. Donc à la maternité, tu l'avais gardé, je suppose, juste dans les bras? Il était dans les bras, mais par contre, il dormait quand même avec moi dans le lit. J'avais mis le coussin d'allaitement contre là pour qu'il tombe pas, et puis il dormait avec moi dans le petit lit de la maternité, quoi. Pareil, ça me paraissait pas trop possible de le laisser dans son berceau en plexiglas toute la nuit. Ok, donc quand tu dis le petit lit, tu veux dire petit lit dans lequel tu étais? C'est ça, oui, dans mon lit. Oui, le lit qui fait que 90, quoi. Donc à deux dedans, c'est un peu étroit, quoi. Ouais, tu peux pas trop bouger. Voilà, c'est ça. Ah, bravo. Et est-ce que tu savais à l'avance que c'était important pour la lactation et pour le bébé, pour son développement neurologique, de le garder contre toi? Tu savais ou c'était... Pas du tout. Je fais vraiment au feeling, quoi. J'ai fait comme mon corps il me disait de faire, quoi. Vraiment, je m'étais absolument pas posé la question pour le sommeil partagé, pour comment on allait organiser les journées, les siestes, tout ça. Et on avait même investi dans un lit pour enfants, quoi, qui du coup ne nous a jamais servi, mais on s'était pas vraiment posé la question, mais ça m'a paru évident que je pouvais pas laisser mon petit garçon tout petit, tout fragile, tout seul loin de moi. Voilà. Et pour lui et pour moi, je sentais que c'était ce qu'il nous fallait, quoi. Et à la maternité, est-ce que tu avais rencontré de la résistance ou critique pour le fait que tu dormais avec lui dans ton lit? Non, ils m'ont rien dit. Génial! Ouais, ils m'ont rien dit. J'ai des mamans qui... D'autres mamans oui, qui ont d'autres accouché. mamans. Dans cette même maternité, on demandait s'ils pouvaient partager le lit avec leurs enfants et elles n'ont pas été d'accord. Elles avaient peur. Elles ont dit que ça pouvait être dangereux. Et moi, j'avais fait une installation et j'ai donc pas laissé le choix, quoi. Et ils m'ont rien dit quand elles sont venues me visiter. Elles ont rien dit. Donc. Ah, donc t'as pas posé de questions, donc t'avais pas de réponse négative. C'est ça. Peut-être qu'elles ont pensé que c'était juste le moment de la tétée ou de proposer le sein ou un moment de câlin et que j'allais le remettre après dans son lit. Je sais pas, hein, mais en tout cas non, j'ai pas du tout eu de choses négatives là-dessus. Ouais. Excellente information. Merci. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur cette histoire des freins pour ceux qui connaissent pas les freins, pour les gens qui savent pas ce que c'est un frein et les effets que ça peut avoir sur l'allaitement et les effets que ça peut avoir sur d'autres aspects de la santé? Oui. Donc les freins, c'est les petites membranes qu'on trouve partout il y en a plusieurs dans la bouche. Celle qui nous concerne là pour l'allaitement, c'est notamment le frein qui se trouve sous la langue et le frein de la lèvre supérieure, qui s'y sont trop serrés, c'est-à-dire qui retiennent trop fort la langue au plancher buccal et la lèvre contre la gencive, crée des problèmes d'allaitement parce que la langue, elle peut pas onduler correctement pour stimuler comme il faut
le mamelon et donc il y a un manque de lait, un manque de lactation et l'enfant qui n'arrive pas à recevoir assez de lait. C'est un peu un cercle vicieux parce que du coup il stimule pas correctement, donc il y a moins en moins de lait, donc il en obtient de moins en moins. Et celui de la lèvre supérieure empêche l'ouverture de bouche et la lèvre de se retrousser correctement. Donc de tout ça, il en découle très souvent, mais pas dans tous les cas, des douleurs pour la maman, des difficultés à entretenir sa lactation. Et pour l'enfant, ça peut être une mauvaise prise de poids, ou bien des tétées très très fréquentes, ou bien des grèves de tétées à cause de la frustration parce qu'il n'arrive pas à obtenir du lait. Et puis donc on entend des bruits de bouche parce que l'enfant il n'arrive pas à rester hermétique et attraper le sein correctement. Et ensuite il y a aussi des troubles sur la santé, donc comme des troubles digestifs, des troubles de la respiration, des troubles plus tard quand ils grandissent de la dentition. Voilà, des troubles du sommeil. Enfin, il peut vraiment y avoir jusqu'à des troubles, des douleurs dans le dos, dans la tête, quand ils grandissent et que les freins sont pas diagnostiqués et coupés. Il peut vraiment y avoir, selon les individus, de gros problèmes de santé, quoi. Comment ça peut affecter le dos? Eh ben en fait ça crée tellement de tensions donc ça part de la langue, ça crée des tensions dans le plancher buccal, dans la mandibule et ensuite et ensuite ça se rejoint derrière. Ah oui évidemment oui. Et puis donc les cervicales. C'est ça, les cervicales et donc ça fait des problèmes dans tout le système musculaire en fait, le long de la colonne vertébrale, parce que on s'est fait ensuite de compensation pour justement compenser ce dysfonctionnement quelque part de la langue, parce que du coup même pour mastiquer, pour avaler, pour parler, on a besoin que cette langue elle fonctionne complètement librement, et si elle peut pas, et ben on compense, donc ça crée des tensions dans tout. Et toutes ces informations, tu les as trouvées où? Parce que je sais que la formation concernant les freins de langue et freins de lèvres et toutes les répercussions sur la santé n'existent pas dans les facs de médecine. C'est ça. Peut-être chez les ORL, il y a peut-être quelque chose sur les freins de langue, je ne sais pas. Je sais que 2 ORL avec qui j'ai contact sont conscients des possibilités de problèmes liés à l'allaitement et certaines questions ORL sont liées à un frein de langue. Mais ils m'ont dit que dans les études de médecine, il y a très peu sur les freins de langue et encore moins sur les freins de lèvres. Donc, où est-ce que toi, tu as trouvé toutes ces informations? Il faut vraiment, vraiment fouiller et aller chercher les informations. On est très, très souvent heurté à des professionnels de santé qui n'ont effectivement pas cette information et qui sont effectivement pas du tout formés, ni à diagnostiquer et encore moins à couper si besoin, et qui sont aussi parallèlement très peu formés en allaitement, donc qui sont soit pas capables de faire le lien, soit qui n'ont pas envie de le faire parce que pour eux les bénéfices de l'allaitement sont trop faibles par rapport à une coupe de frein. Donc il faut un petit peu se battre et être sûr de soi pour trouver le professionnel qui acceptera de couper et ou lui apporter peut-être même l'information. Et moi, j'ai trouvé toutes les informations que j'ai trouvées, c'est grâce à Allaitement pour tous. Voilà, en fouillant en lisant tous les documents,
en lisant tous les témoignages, les vidéos, voilà, vraiment de fond en comble, aller au bout de l'information, chercher tout, mettre en relation tous les témoignages des mères avec toutes les difficultés qu'elles peuvent avoir pour vraiment voilà, avoir le maximum d'informations. Donc, tu avais lu les fichiers en français ou en anglais? En français, je ne suis pas bilingue malheureusement. Ok. Donc, tu avais lu un tas de fichiers en français et puis tu avais lu un tas de témoignages. C'est ça. Et en lisant tout ça, tu as fait le lien entre tes propres circonstances et celles après lesquelles tu avais lu. C'est ça. Okay, c'est ça exactement. bravo. Ouais, j'ai réussi à identifier mon problème. Ensuite, j'ai aussi discuté sur le forum donc avec des mamans qui en étaient elles passées par le même endroit que moi et qui Avec donc, des problèmes de frein de langue ou frein de c'est ça, donc qui ont su aussi repérer un petit peu les signes évocateurs. Mais voilà, j'ai vraiment voulu approfondir le truc, aller jusqu'au bout et savoir vraiment tout ce que ça pouvait engendrer et chercher vraiment tous les soucis qu'il pouvait y avoir chez mon fils si ça pouvait avoir un lien avec ses freins quoi. Ok. Et tu as trouvé un traitement adéquat? Alors, il a subi 2 coupes. Une première à 1 an et demi. Voilà, aux alentours d'1 an et demi. Donc, ça veut dire qu'on a mis quand même 1 an et demi à identifier le problème, quoi. Ah, donc toutes ces informations accumulées peu à peu. C'était très long. Déjà, j'ai mis beaucoup de temps à m'apercevoir que c'était pas normal quand même de mener un tel allaitement, donc à effectivement aller chercher l'information, parce qu'il n'y avait pas vraiment de perte de poids, donc non, il n'y avait pas du tout de perte de poids, donc malgré que je tire un petit peu l'alerte sur le fait qu'il était les premiers signes en fait qu'il y avait, c'était des gros troubles digestifs. Il a fait des coliques, parce qu'ils aiment bien classer ça dans les coliques, mais des coliques monstrueuses depuis ces 1 mois qui ne se sont jamais arrêtées, quoi, qui se sont ensuite transformées en constipation. Donc, c'est-à-dire que les selles se mettaient pas à être dures, mais ils mettaient très longtemps à les sortir et ça lui faisait mal. Il était obligé de pousser très fort, malgré que les selles restent molles. Ok, mais constipation, par définition, les selles sont dures. Eh ben oui, non, mais sauf que là, les selles étaient pas dures. Et il y avait des difficultés à exonérer, en fait. Donc, sans selles dures. Sans les selles dures, il avait quand même tous les autres symptômes de constipation, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, il a été mis sous laxatif par voie orale. Et ensuite, en suppositoire. Parce que sinon, les selles étaient vraiment très, très espacées. Il avait de plus en plus mal et il avait le ventre très, très gonflé. Aérophagie. Il pleurait beaucoup, voilà, c'est ça, ouais. Il pleurait beaucoup. Voilà. La principale chose que j'ai vue sur les difficultés, donc qui pour moi sont maintenant liées au frein, mais qui à l'époque je ne savais pas, c'était ça, quoi. Et donc j'ai cherché beaucoup d'aide là-dessus et personne n'a su m'aider, quoi. Ils m'ont seulement dit... introduisez des petits pots et attendez la marche, ça ira mieux, quoi. Ah donc, bon c'est ça, oui. Les petits pots. Les petits pots, oui. Ils m'ont fait introduire effectivement à 5 mois et demi des petits pots de légumes, ouais. Qui c'est il? Mon docteur généraliste. Il a suggéré des petits pots. C'est ça. Commercial. N'importe, des légumes et des fruits, quoi. Il m'a dit. Ah, donc il n'a pas précisé commercial. Non, pas du tout. Moi, on raccourcit en disant des petits pots parce que on y met dans des petits pots, mais non, il a dit introduction de légumes et de fruits, donc en évitant les carottes, les pommes, les bananes, tous les trucs qui constipent, quoi. Ah oui? En évitant. Voilà, en évitant, ouais. En évitant, ok. Ouais, ça fait... si tu soupçonnes constipation, bien que les selles sont pas dures, même si les selles sont pas dures, si tu soupçonnes constipation, tu supposes que les réactions normales, ça serait, fruits et légumes, du fibre et de l'eau. C'est ça. Et ça a amélioré des choses ou pas? Pas du tout, non, absolument pas. Ça a épaissi les selles, évidemment.
Ah, ouais. Et puis il y avait aucun intérêt chez Renan. C'était des moments très durs. Il avait pas du tout envie de manger. Il n'était pas prêt à manger. Donc j'ai rapidement arrêté en fait, en voyant pas d'amélioration. J'ai arrêté. Puis pour Mhm. l'introduction des aliments, j'ai attendu qu'il soit prêt et qu'il me demande quoi. Ah oui? Et il C'est a ça. demandé à quel âge alors? Vers 7 mois. 7 mois, il a demandé. Voilà. Ok, C'est bien. ça. Ouais. J'ai vu qu'il avait un intérêt, qu'il avait envie. De manger. Effectivement, il suivait nos cuillères, il avait envie d'attraper des morceaux, donc Et il voilà, les a voilà. mis à la bouche? C'est ça, oui. Je lui donnais des morceaux À toi, tu donnais. Ok. de fruits et de légumes. Enfin, je les posais sur sa tablette en fait. Ok. Et donc, Donc il voilà, s'est nourri de lui-même. c'est ça, ouais, ouais, ouais. Il attrapait Excellent. des morceaux et il mangeait ces morceaux de fruits ou de légumes cuits À l'âge de tout 7 seul, mois. ouais. Voilà, c'est ça. Excellent. Cool. Ça avait Ok. beaucoup plus d'intérêt, ouais. Ah, ah. Mais je suppose qu'à 7 mois, ses soucis de frein et digestion n'étaient pas encore résolus. Il souffrait C'était pas encore de ça. non, 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 non. Non, non, hein, ça a été résolu. Ça a aidé donc à la première coupe. Donc ensuite, j'ai continué donc mes recherches parce que je trouvais effectivement tout ça pas normal. Et là, ce qui a accéléré les choses, c'est que vers 9 mois, il s'est mis à faire des greffes de tétée. Donc il tétait de moins en moins dans la journée et il faisait des tétées de plus en plus courtes. Enfin, il suçotait le sein et puis il partait s'occuper d'autre chose. Ok. Et donc là, je me suis tout de suite, ça a été une période très très difficile pour moi et donc j'ai tout de suite pris des renseignements et ça a été à ce moment-là que j'ai connu Allaitement pour tous et son forum. Et voilà, donc j'ai continué à faire des recherches et j'ai pas tout de suite souhaité faire la coupe parce qu'à cause de cette contradiction entre les professionnels de santé et les témoignages des mamans, c'est quand même difficile pour une maman de faire le pas, une maman qui a pas toutes les informations, de faire le pas, d'aller faire couper le frein, de traverser la France, de faire subir cette intervention. Donc j'ai pas souhaité faire couper le frein. J'ai réussi à remettre un petit peu Renan au sein. Les tétées restaient délicates. Et au moment où tu envisageais une frénotomie, donc la section de frein de langue, est-ce que tu C'est avais ça. envisagé une frénotomie au ciseau ou au laser? Il y avait le choix à cette époque ou pas? Alors ensuite, c'est seulement à 14 mois que j'ai recommencé à m'intéresser à tout ça parce on est reparti sur une deuxième grève où j'ai été obligée d'introduire le dalle carrément parce que Ah, carrément il voulait plus téter quoi. du Il y tout. avait plus assez de lait, ça l'intéressait pas. C'était pas une Hein? greffe totale, mais le lait arrivait pas assez vite, donc j'étais obligée d'introduire le dalle. Ok, Et donc c'est parce que quand il s'est mis au sein, il n'y avait pas un flux suffisamment important pour lui compenser de ses efforts. C'est ça? exactement, c'est Ok, ça, donc pourquoi t'étais s'il n'y a pas grand-chose pour compenser les efforts? exactement. Et puis il avait autre chose à faire à 14 mois. Il commençait à marcher, courir. Il avait envie de faire autre chose que ça aille vite. La tétée c'est chouette, mais faut que ça aille un peu vite quand même à cet âge-là, quoi. Donc voilà, donc je me suis mis à tirer mon lait pour entretenir la lactation, à donner au dalle et Tu donnes Yodal au sein ou tu... au dalle au sein, ouais. Il allait chercher Ok. le dalle après, hein, pour téter. Ah! Oui, oui. Ok, donc il comprenait le flux plus important, c'est bien mieux. Exactement, il allait chercher le dalle. Quand je disais tu veux téter, il disait dada, dada il demandait le dalle, quoi, ouais. Ah oui. Ouais, oui. Et dans le date, tu mettais ton lait toujours, pas du lait Mon lait, artificiel. voilà, Wow, mon lait, ouais. Uniquement mon lait, ouais. t'assures. Mais c'est extraordinaire qu'à 14 mois, tu dois te mettre à tirer ton lait pour entretenir la lactation parce que l'enfant commence à refuser le sein. C'est ça. Quand tu Ben, penses au ouais, nombre de mamans qui sont persuadées que leur bébé se sèvre tout seul c'est avant ça. l'âge minimum de 2 ans, qui est recommandé Mm, par l'OMS, la nature, l'OMS, le mm, Torah et le Coran, enfin mm. c'est vraiment le minimum les 2 ans. C'est ça. Autrefois, tout le monde savait, toutes les cultures savaient que les bébés qui étaient pas allaités, qui n'étaient pas allaités 2 ans, avaient beaucoup moins de chances à survivre ou à vivre un vie normale, une longévité normale. Donc 12 ans a Mm, toujours, depuis l'aube de l'homme, a toujours été considéré un minimum. mm. Et le nombre de mères qui doivent être persuadées que leurs enfants se sont sevrés tout naturellement à 8 mois ou 7 mois ou 1 an ou 1 an Voilà, et c'est demi. ça. Et je me demande combien de mamans sont
on soupçonnait ça quasiment zéro jusqu'à récemment, je suppose. Oui, c'est ça. Ça peut être perçu comme un sevrage naturel parce que ça fait ça. Il se désintéresse petit à petit, peut-être de moins en moins. Il fait plus en plus autre chose. Donc ça peut être effectivement perçu si on se renseigne pas comme un sevrage naturel, quoi. Sauf que quand on leur donne du lait, on se rend compte qu'ils en veulent bien encore, quoi. Ouais, je t'en prie. Et donc voilà, cet été au DAL et jusqu'à trouver un praticien qui acceptait de couper les freins. Il s'est trouvé que c'était sur Paris, donc je suis allée jusqu'à Paris. Du Drôme jusqu'à Paris pour trouver quelqu'un pour couper le frein de langue. C'est ça, parce que j'ai pris rendez-vous chez un ORL près de chez moi, mais on m'a dit que visiblement l'allaitement, ça servait à rien de le continuer parce qu'on n'était pas en Afrique, donc il a même pas pris le temps de regarder les freins et je suis sortie en claquant la porte, voilà. Ouh. Tu aimes pas qu'on te parle comme ça? Non, j'avais pas trop de temps à perdre, j'avais pas trop envie. Et c'est ce que je lui ai dit, j'ai pas de temps à perdre, je vais partir. Et puis je suis partie, en claquant la porte, c'est ça. Donc parce que c'est que en Afrique où les bébés têtent un minimum de 2 ans. Ben visiblement, le bienfait n'est que pour les Africains, ouais, l'allaitement. Est-ce qu'ici nos laits en poudre, ils sont tellement bien que nos bébés ont pas besoin de lait maternel. C'est évident. On fait mieux que la nature. C'est évident. Voilà. Dépourvu de macrophages, lymphocytes, cytokines, cellules T, cellules souches ou Hamlet, dépourvu du moindre élément vivant, mais ça doit être mieux parce que tout le monde le fait. C'est ça. Ok. Oui, donc visiblement, cette ORL locale n'a jamais suivi le moindre formation en allaitement maternel, ni lu le moindre paragraphe sur la composition du lait maternel. Il t'a fait comprendre ses connaissances avec sa remarque et t'as claqué la porte et t'es parti pour Paris. C'est ça. Le train pour Paris. Combien d'heures de voyage? J'ai un peu plus de 2 heures de train et puis après faut m'emmener à la gare presque 1 heure avant et après j'ai aussi à peu près 1 heure de route pour aller jusqu'à chez ma sœur, heureusement, qui habite vers Paris, donc chez qui je peux loger quelques jours. Donc c'est vraiment une excursion. Ah quand même, ouais. Okay, bon, avec bravo. avec un jeune enfant, ouais, ça fait une petite sortie quand même, ouais. Oui. Avec ton dalle, je suppose que t'es parti avec ton dalle? Avec mon dalle et mon tire-lait dans le sac, oui. Et il avait 1 an et demi. Il avait 1 an et demi, ouais. Ok. Mais tu sais, on rigole avec ce genre d'excursion avec les tire-laits, un dalle et tout dans la valise. Mais en contrepartie, j'entends parler des familles qui n'allaitent pas, qui quand ils partent pour la moindre excursion, ils doivent amener une valise entière des aliments spécialement fabriqués ou produits pour bébés. Des aliments commerciaux, donc des petits pots avec premier ingrédient amidon, par exemple, et plein d'autres produits soi-disant pour bébés, dans une valise dédiée spécifiquement pour ça. Et donc, ça m'étonne pas, rien que les biberons, les tétines, les laits, le stérilisateur, déjà tout ça, ça doit prendre de la place, effectivement, quand tu te déplaces. Et je sais aussi, je vois souvent des familles qui voyagent avec un lit pour bébé qui se plie. Ah oui, les lits pliables, ouais. Ouais, ça fait partie de voyage. Faut amener un lit, c'est pareil. Il faut un autobus pour se déplacer après. Ou beaucoup de personnes pour porter tout ça. Aussi, oui. Ouais. Ok, donc t'es parti à Paris, t'as trouvé un praticien qui a accepté de couper le frein de langue. Oui. Ça allait mieux après ça? Alors, il y a j'ai noté assez rapidement des petites améliorations, notamment sur les troubles digestifs. Ah, super. Ouais. Mais la coupe, elle n'a pas été complète. Donc après, noter des améliorations pendant environ 2 mois, quand même. L'état s'est de nouveau dégradé.
et notamment la succion. Donc il a eu de nouveau des troubles digestifs, donc de nouveau des difficultés à exonérer en fait. Puis toujours, depuis la marche, j'ai réussi à arrêter les laxatifs, mais il a quand même toujours eu du mal à aller à la selle en fait. Il se retient, il fait pas de selle dure, mais il se retient et voilà, les selles sont assez grosses et comme s'il avait pas envie d'y aller quoi. Donc de nouveau on a eu ces difficultés là, des gaz, des ballonnements. 2 mois après la coupe. Petit à petit, voilà, ça s'est redégradé aux environs des 2 mois après la coupe quoi. Et aussi grave qu'avant les problèmes ou moins graves? Oui, non, aussi pire? Petit à petit aussi grave qu'avant. Pas pire, pareil, je dirais. Ouais, pareil, okay. C'est redevenu pareil. Il a toujours eu un sommeil super agité, avec des pauses respiratoires, à râler dans son sommeil, à bouger beaucoup. Est-ce que tu t'es quand même convaincu que le frein avait été le problème de base, la cause? Oui. Pour moi, alors au départ, je savais pas que ça avait pas été coupé assez, mais je me disais ça s'est recollé ou oui, moi je restais convaincue que le problème était là. Effectivement, parce que j'ai vécu des améliorations et parce que j'étais arrivée à un point où j'avais eu tellement d'informations que pour moi ça pouvait plus être autre chose quoi. Les autres pistes, elles avaient été écartées. Quand on arrive avec tous ces symptômes et qu'on se dit bah ça peut pas être ça, 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 il reste qu'une seule chose et pour moi c'était les freins quoi. OK. Et donc les problèmes commencent à revenir. C'est ça. Et donc est-ce que tu étais conscient de pourcentage de risque de rattachement ou pas? Non, j'avais pas été bien informée sur les risques de rattachement et ni sur les massages, les étirements, pour réduire justement ce risque de récidive en fait. Donc j'avais absolument rien fait sur la plaie dans les jours qui suivaient. Voilà, donc ça je le savais pas. C'est sur des sites et des discussions, des listes de discussions et forums où on lit beaucoup cette histoire de rattachement, de taux de rattachement. Ouais. Je sais qu'aux États-Unis et au Canada où les phrénotomies sont pratiquées quasiment systématiquement au laser, les phrénotomies sont carrément des phrénectomies. C'est l'ablation de membrane complète. Donc c'est plus qu'une phrénotomie, c'est vraiment une phrénectomie. Ouais. Et on voit les grosses cratères sous la langue. Et malgré ça, il y a un taux de rattachement relativement important. Ouais. Mais je sais que on avait commencé à parler des freins avant 2006, 2005, 2004, vers là, personne parlait de taux de rattachement, personne n'était conscient de ce problème, même pas aux États-Unis où ils sont très en avance sur nous, sur les phrénotomies. Donc toi, tu avais, au départ, tu n'avais pas été conscient de risque de rattachement. C'est à quel point où tu avais commencé à te rendre compte de possibilité de rattachement du frein? Alors en fait, moi j'ai senti moi j'ai vu le frein repousser. Mais il a repoussé effectivement fin et relativement élastique. Donc la partie visible, il avait un aspect de frein non serré quoi. Mais j'ai tout de suite renoté les mêmes problèmes. Donc notamment au niveau de la succion, il n'arrivait pas à tirer la langue, il n'arrivait pas à le lever. Il y avait un petit sillon au bout de sa langue. Moi, c'était de nouveau les freins quoi. Et quand je passais au toucher, je sentais au fond, donc je sentais le premier frein un peu élastique et au fond, je sentais le frein encore très dur derrière, quoi. Donc à ce moment-là, je me suis dit, plus que des doutes sur le rattachement, je me suis dit le frein, il a pas été assez coupé, quoi. Moi, je sens au fond qu'il y a un morceau de frein qui est encore très très dur, quoi, qui retient la langue. Ouais. Ok. Encore. Alors, tu as dû prendre la décision, je suppose, recoupe ou pas recoupe, c'est ça? C'est ça. Donc, la seule chose qui s'est améliorée et qui a pas changé, c'est qu'il a plus fait de greffe de tétée. Ça, il est devenu accro au tétou et ça n'a jamais changé. Donc, j'ai un petit peu
un petit peu tardé pour reprendre rendez-vous parce que je souhaitais que le nouveau super praticien qu'on qu'on connaît, je voulais être sûre que qu'il y ait voilà des bons retours de maman. Je voulais pas refaire le déplacement jusqu'à Paris en faisant plus ou moins le crash test sur un patient, sur un praticien qu'on connaît pas trop. Donc j'ai attendu jusqu'à l'annonce de ma nouvelle grossesse en cours. Et... Félicitations, je ne savais pas. Félicitations, bravo. Et donc, où là, j'ai eu tout de suite une très très grosse chute de lait. Et donc ça m'a fait un petit peu peur par rapport à la lactation et au fait qu'il ait une mauvaise succion. Donc à ce moment-là, j'ai pris la décision de retourner faire couper le frein pour qu'il puisse profiter au maximum de cet allaitement pendant la grossesse. Donc bravo, tu vas allaiter pendant la grossesse. Super. Voilà. Bravo, chapeau. Voilà. Mais si j'ai bien compris, toi, tu dis que tu voulais qu'il profite de la lactation, mais il commençait à souffrir de tous les autres symptômes de nouveau, de digestion, des symptômes de constipation. Qui sait, peut-être, est-ce qu'il aurait pu avoir mal à la tête ou mal au cervical, ou mal aux mâchoires, thorax, je sais pas. Est-ce qu'il a pu souffrir des autres douleurs aussi dont tu voyais pas forcément? Alors exactement ça, j'en parle juste pour par rapport à mon allaitement parce que ça a été un petit peu le moment décisif, mais effectivement il continuait à avoir ces troubles digestifs et notamment la chose qui m'inquiétait le plus, c'était les pauses respiratoires pendant la nuit. Ah ouais, ça fait quand même peur. Ouais, jusqu'à 12 secondes, il y en avait plusieurs par nuit, donc c'était c'est un petit peu inquiétant. Tu comptes et tu te dis vas-y respire là. Ouais. Ok, donc non seulement de digestion, mais principalement ces problèmes des respirations. Les respirations étaient mises en péril. C'est ça. Il ronflait beaucoup pendant la succion, pendant qu'il suçait son pouce. Ok, donc il y a des sérieuses répercussions. Oui. Autres que l'allaitement. C'est ça, oui. Il y avait quand même des problèmes sur la santé. Donc si tu avais besoin de te justifier, si quelqu'un disait oui, mais l'allaitement, on s'en fiche, il a plus de 2 ans, ça n'a aucune importance, etc. Tu aurais pu au moins citer tous ces autres problèmes. C'est ça. C'est sérieuse. C'est ça. Et c'est d'ailleurs les arguments principaux que j'avance pour les mamans qui disent ah ouais mais moi je veux pas allaiter trop longtemps ou mon mari veut pas trop faire couper le frein juste pour l'allaitement. Juste pour l'allaitement. Oui. Voilà. Et donc, c'est les arguments que j'avance. Effectivement, il y a quand même un réel risque sur la santé des enfants et des futurs adultes à laisser ces freins serrés, oui. Ok, donc les répercussions des freins serrés vont bien au-delà de l'allaitement. Exactement. Vont bien au-delà de l'allaitement. Ok. Et la première fois qu'il s'est fait couper le frein de langue, est-ce qu'il s'est fait couper le frein de lèvres aussi? Oui. Okay. Le frein de lèvre, il a été coupé la première fois. Et d'ailleurs, pas la deuxième fois, parce que le frein de lèvre, il avait été suffisamment coupé. Ça s'est pas recollé? Rattaché. Oui, non. Enfin, il est resté, il a repoussé, mais suffisamment élastique, ça laisse une bonne mobilité à la lèvre. Donc, il y a pas eu besoin de le couper 2 fois. Et puis, c'est vrai, quand ils grandissent, là, l'intervention, faire les 2 freins en même temps, ça aurait été pas trop faisable pour lui. Donc, pour la deuxième fois, la deuxième intervention était un peu difficile pour lui. Ah bon? Donc faire le frein de langue, ça a suffi largement, oui. Ok, donc quand tu évalues si un frein serré a un impact sur la santé ou pas, ce n'est pas l'aspect qu'il faut prendre en compte autant que l'élasticité du frein et les répercussions sur la santé en général. Oui. Bien que l'allaitement fabrique la capitale santé, en dehors, donc à part l'allaitement, il y a les répercussions sur tous les autres aspects de santé, notamment la digestion, les voies respiratoires,
des douleurs, enfin, capacité, mobilité linguale, etc. Et donc, tu étais conscient de tous ces autres aspects à prendre en compte. Oui. Super. Ok. Oui, Wow. oui, oui. Là, pour la deuxième coupe et même avant la deuxième coupe, hein, j'étais déjà. Et honnêtement, pour les mamans qui ont vraiment envie d'avoir l'information et de rechercher tout ça, il y a toutes les informations. Toutes ces informations là que je connais, elles sont disponibles sur Allaitement pour tous. Et en croisant tous les témoignages différents qu'on peut obtenir sur les forums d'Allaitement pour tous ou de la Leche League. La Leche League aussi, on parle. Exactement, oui. On est aussi quelques mères à faire du soutien dans le domaine des freins. Okay. Mais il y a vraiment beaucoup de cas, moi je trouve. Ah bon? Dans les soucis d'allaitement, quand une maman vient pour un souci d'allaitement, je trouve que dans l'ensemble, dans la moyenne, il y a vraiment beaucoup de cas où il y a des freins, quoi. Et sur un forum de discussion, comme tu ne vois pas la maman et les bébés, comment tu fais pour écarter la piste mauvaise prise de sang, mauvaise position, pas assez de fréquence des tétés, tu vois, parce que beaucoup de mamans, c'est ça. On leur dit à un moment donné 6 fois par jour, 6 tétés par jour, c'est suffisant. Alors elles pensent que avec une production lactée insuffisante, elles comprennent pas, elles voient pas le lien entre 6 tétés par jour et l'insuffisance lactée. Comment tu fais pour écarter toutes ces possibilités? Eh ben, en posant justement en amont des questions avant d'arriver en émettant la possibilité que ça soit les freins, on écarte effectivement toutes ces questions-là en leur donnant les informations sur les positions, sur le nombre de tétées, sur la confusion de synthétine, éventuellement s'il y a eu l'introduction de tétine. Voilà, savoir comment elle place son enfant. Est-ce qu'elle a déjà été à une réunion de la Leche League pour positionner son enfant, ou si elle a déjà vu une consultante en lactation, ou voilà. Une fois que tout est écarté et qu'elle positionne bien son enfant, qu'il n'y a pas eu d'introduction de tétine ou que les tétées sont assez fréquentes et que l'enfant perd toujours du poids et qu'elle a toujours mal au sein et que etc. Voilà, à ce moment-là, on lui demande qu'est-ce qu'elle en pense du frein et voilà, et que nous on connaît qu'il y a la possibilité d'avoir tous ces symptômes-là. Si elle veut, on lui propose aussi de poster des photos qui accompagnées des symptômes peut nous aiguiller un petit peu. Des photos de prise de sein, photos de position ou photos du frein même? Ben, les deux, en fait. Les deux, ça donne une information parce que les enfants qui ont les freins serrés, ils têtent très loin du sein, du bout des lèvres. Donc, souvent, on les reconnaît. Et puis, si elles y arrivent, effectivement, les photos du frein sous la langue et du frein de lèvres. OK. Donc, si tu vois une mauvaise prise de sang, je suppose que vous, les mamans et les modératrices sur les forums de discussion de la Leche League, vous savez parfaitement la guider pour assurer que qu'elle est capable de mieux positionner les bébés et mieux assurer une prise de sang. C'est ça. On insiste effectivement d'abord beaucoup sur la prise de sein. Il existe d'ailleurs des super documents et des super vidéos sur le sujet pour que les mamans elles comprennent bien comment l'enfant il doit attraper le mamelon. Donc on les dirige d'abord vers ces documents et vers ces vidéos pour être sûr qu'elles aient bien compris. Et ensuite, si l'enfant continue à avoir cette position là, voilà, on parle de problème de succion. Ouais. Ok, excellente. Et puis elle s'informe suite à toutes ces questions et avoir couvert toutes les bases qui n'ont pas été ou qui ont été mal adressées depuis les débuts ou depuis leur début d'allaitement. Oui. Oui, ça leur permet nous on peut lister un petit peu tous les symptômes et ça lui permet de se retrouver ou pas et de dire ah bah oui c'est vrai mon bébé il a eu beaucoup mal au ventre ou ah bah oui j'ai eu du mal les premiers jours j'étais obligée de me mettre un bout de sein ou enfin
Moi, j'avais connu une maman qui disait que son enfant se sevrait tout seul à 12 ou 13 mois. Mhm. Je dis, ah bon, ok, biberon. Ouais, bah oui, par la suite, biberon, pour elle, c'était évident, l'enfant à 1 an ne boit pas au verre, il boit au biberon parce que c'est ça, Ah. c'est la culture. Mhm. J'ai dit non, mais avant. Et elle disait non, pas de biberon avant. Je dis ok. Et, euh, et puis, en discutant des choses, elle avait dit qu'elle avait eu besoin des bouts de sein pendant 4 mois. Ah oui. Ouais, et 4 mois, c'est... j'ai dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 4 mois? Alors, elle dit, bah, j'ai serré les dents. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, je l'avais D'accord, dit donc, ouais. on avait discuté tout ça, j'ai envoyé toutes les informations, les liens, la page Facebook où elle pouvait discuter. Cette maman-là était en Australie, elle m'avait contacté d'Australie. Et donc, Mhm. tout était en anglais. Et donc, j'avais donné tous les sites et liens et des fichiers en anglais. Et, je ne sais, je pense pas qu'elle a dû beaucoup lire. Je pense pas qu'elle est allée sur la page Facebook en anglais parce que par la suite, elle m'a dit, bah, je suis allée voir une infirmière locale dans le centre de santé, donc centre médical à côté. Ouais. Et l'infirmière locale avait dit, bah non, puisque Hmm. il peut sortir la langue, forcément, il n'a pas de frein de langue serré. Hmm. Et j'ai dit, ok, bah, est-ce qu'elle a testé la mobilité latérale de la langue? Non. Est-ce qu'elle a observé la langue la langue sortie quand la mâchoire était ouverte? Non. Très grande ouverte, ouais. Hmm. Non, pas vu ça. Et est-ce qu'elle a regardé l'aspect? Parce que l'aspect, c'est le moins important, mais ça Ah, compte quand même, ça peut bien compter. sûr. Non, pas regarder l'aspect. Donc, la seule information qu'elle avait reçue sur ça, c'était puisqu'il peut sortir la langue, la bouche fermée, enfin, entre-ouvert, Hmm. il a forcément pas de langue. Et l'histoire s'est arrêtée là. Par contre, elle m'a raconté l'histoire un petit peu les symptômes des parents, parce que les deux parents avaient exactement les mêmes symptômes digestifs que l'enfant. Ouais. Et plus tard, j'avais vu une photo de l'enfant en question, âgé de 2 ans, qui faisait un grand sourire et qui avait la langue en forme de cœur, En forme de... très nettement en forme de cœur. Ouais. Hmm. J'ai dit, ah, bon, ok. Ah ouais. Donc, si on s'arrête à la conseil du voisine ou une déclaration d'une professionnelle de santé qui n'a pas la moindre formation en frein de langue ou en allaitement, Hmm. bah, c'est clair qu'on va pas arriver aux informations qui s'appliquent à nous. C'est ça. C'est ça. Et on a d'ailleurs beaucoup de mamans, notamment sur le forum. Ça se passe un petit peu moins quand on voit les mamans en vrai, donc notamment pendant les réunions Mm. de la Leche League. Mais sur le forum, c'est un petit peu plus difficile parce que les mamans, elles vont voir de nombreux professionnels de santé et effectivement, il y en a un bon nombre qui disent non, c'est parce qu'ils malgré tout ce qu'on leur ramène et toute l'information qu'on leur donne, elles disent non, c'est pas ça. Mon médecin, mon pédiatre, ma sage-femme, ma consultante en lactation, etc., etc. Ils ont tous dit qu'il y avait rien parce que oui, il sort un petit peu le bout de la langue, Consultante en ou que le lactation. frein est très bien. Il y en a beaucoup qui disent effectivement qu'elles ont vu des consultantes en lactation et que la consultante a dit que tout allait bien, quoi. Ah, sans tester la Mm. mobilité, sans regarder l'élasticité, sans prendre l'historique, je suppose. Bien sûr, mais oui, oui, c'est ça. La formation, elle va aussi contre ils savent pas le tester, quoi. Ils se contentent de regarder. La langue sort un peu. C'est pas un type 1 ou avec la langue complètement plaquée au fond qui peut pas bouger. Donc pour eux, il y a pas de frein, c'est ça. C'est OK. Donc, bon nombre de professionnels de santé, y compris des consultantes en lactation, se fient exclusivement à l'aspect, c'est ça? oui, oui, oui. Donc ça, c'est difficile d'aller à l'encontre plus ou moins de l'avis du Mm. professionnel de santé et de dire ben oui, il t'a dit ça, mais il y a un manque de formation. Nous, on a l'information. Toi, tu peux trouver l'information dans tel et tel document. Voilà. Donc il y a quand Mm. même un bon nombre de mères qui soit décident de poursuivre l'allaitement dans des conditions déplorables, soit décident de mettre fin à l'allaitement
parce que c'est pas supportable, voilà. Puis il y en a Ouais. quelques-unes qui vont faire la phrénotomie, mais voilà, pas toutes, quoi, pas. C'est Donc, pas la majorité. on peut comprendre si une femme allait dans la douleur ou les circonstances très difficiles, on peut comprendre le taux de sevrage précoce. Oui, ah bah oui. Oui, oui, puis les mères, elles doivent pas, avec une telle douleur, elles doivent pas insister pour dire viens mon petit, tête, c'est pas le moment d'arrêter, quoi. Je pense que si aux alentours d'un an, effectivement, si l'enfant il commence à se détacher et que les tétés sont insupportables, la mère, elle doit pas trop insister pour que l'enfant il vienne téter, quoi. Elle doit être Je contente. comprends. Mon enfant s'est sevré naturellement. Moi, j'en pouvais plus, tant mieux, quoi. Ah, oui, 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 je comprends. effectivement. Mm. Je comprends tout à fait. Ça doit être affreuse. C'est dommage de devoir subir quelque chose de frustrant sans pouvoir maîtriser soi-même. Je sais pas, moi en tant que maman, je ne veux pas qu'on me dise ce que je dois ou je dois pas faire. Je voudrais comprendre pourquoi on est censé faire comme ça, et ensuite c'est moi qui prends la décision, puisque c'est moi la maman. Donc ça doit être extrêmement frustrant que on décide pour toi, bah il vaut mieux arrêter. Ouais. Oui. Moi j'ai beaucoup de mal à Oui, ou accepter même ça. que la mère, elle se sente forcée d'arrêter au vu des symptômes et de l'allaitement qu'elle vit, quoi. Je sais que pour l'accouchement, les femmes qui ont des césariennes subissent très souvent des déprimes postnatales parce qu'elles ont une sensation d'être un échec en tant que femme, Bien sûr. simplement parce qu'elle n'a pas pu accoucher normalement. Donc pour l'allaitement, je sais dans mon cas personnel, j'ai eu 2 césariennes. Quelquefois, je me dis bah tant mieux parce que autrement je ne me serais pas autant acharnée sur l'allaitement. Mais ayant échoué un accouchement normal dans ma tête, vraiment un échec d'état de femme, j'allais pas lâcher ça. Hein. Ça l'allaitement, je pouvais accepter une césarienne, mais pas un échec d'allaitement. Mais quand même pas l'allaitement. Ouais. Non. Ouais. Donc, je me suis acharnée dans le sens, acharnée sur les informations qui m'ont permis d'allaiter et surmonter les problèmes. Oui, moi, je comprends aussi du coup de mon accouchement qui a pas été idéal. Enfin, c'est pas du tout ce dont je rêvais. Et effectivement, pareil, je me suis dit, j'ai échoué dans mon accouchement, mon allaitement, il faut que je le réussisse, quoi. Effectivement, ça m'a donné plus de force pour le réussir, quoi. Toi aussi, tu avais l'impression d'avoir échoué dans ton accouchement? Ah oui, moi c'était pas j'ai pas vécu une césarienne, mais il y a eu extraction instrumentale. Enfin, c'était très douloureux. Donc oui, j'ai vraiment pour moi subi un échec. C'est pas du tout ce que je voulais vivre. J'ai été complètement passive dans mon allaitement. On m'a sorti le bébé de mon ventre presque comme une césarienne. Quand ils vont chercher avec des outils à peu de choses près, c'est une sorte, il le tire, quoi, l'enfant. Donc c'est pareil, effectivement. En plus, mon enfant, du coup, il avait très très mal puisqu'il avait des traces du forceps. Il a souffert pendant les dernières contractions. Donc oui, pour moi, cet accouchement, c'était un échec, quoi. Ah oui. Donc oui, l'allaitement, c'était encore plus important. Il fallait que je réussisse ça. Et c'est l'allaitement qui m'a permis de créer un lien avec mon fils, parce que quand on vit pas cet accouchement naturel, en se laissant envahir par toutes ces hormones et en laissant vivre notre corps complètement cette naissance, je pense que c'est difficile de s'attacher à notre enfant parce que il est le signe d'une douleur, d'un échec, voilà. Donc je pense que c'est plus difficile de s'attacher. Donc je comprends qu'il y ait un nombre très élevé de dépression postpartum des femmes qui accouchent par césarienne. Et l'allaitement, il permet, je pense, de recréer ce lien qui s'est détruit pendant la naissance. C'est terrible, hein, les séquelles. Oui. Je pense que c'est encore 3 ans après, c'est encore très émouvant de parler de ça. Donc oui, c'est un moment que je revivrai jamais. Avec Renan, j'accoucherai jamais.
de la façon dont j'ai voulu. Donc c'est quelque chose qui est derrière, c'est quelque chose qui est raté et ça reste effectivement émouvant, ouais, d'en parler. Ouais. Il a plus de 3 ans maintenant. Il va avoir 3 ans en mi-mai là. Ok, donc bientôt 3 ans. D'accord. Voilà, c'est ça, ouais. Donc dans 3 ans, est-ce que tu peux dire que tu t'es pas tout à fait remise de ce que tu estimes un échec d'accouchement? Oui, 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 c'est Ok. encore. Oui, oui, je me suis pas tout à fait remise. Il m'arrive d'en parler. Là, pendant du coup, avec ma nouvelle grossesse, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus parce il faut que j'accouche une deuxième fois, donc il faut remettre tout ça à neuf. Mais du coup, oui, quand j'en discute encore, il m'arrive d'en pleurer. C'est encore très douloureux. Oui, 3 ans après, c'est encore très douloureux cet échec. Mm. C'est rassurant de l'entendre parce que j'entends beaucoup de mères qui expriment les mêmes sentiments et moi aussi, il me fallait. Ouais, Mm. c'est quelque chose qui nous touche profondément, l'accouchement. Je sais qu'il y a, quand je parle avec des femmes, des grands-mères de plus de 60 ans, elles se souviennent de chaque minute de leur accouchement. Ouais. Extraordinaire. Ah, c'est ça nous marque, hein, en effet, pour. Et quand tu leur demandes pour leurs allaitements, pour leur non-allaitement, pour les raisons pour Ah lesquelles oui. on leur a dit que madame, vous n'allez pas pouvoir allaiter ou vous ne pouvez pas Mm. allaiter, elle se souvient encore. Bah oui, c'est le deuxième échec. Dans l'allaitement, le soutien que tu fais dans l'allaitement, donc tu n'es pas une consultante en lactation, tu n'es pas une sage-femme, Non, tu es une maman experte avec c'est ça. beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience. Et dans quelle mesure tu pratiques le soutien pour l'allaitement? Eh ben, c'est ça. J'interviens donc beaucoup sur les forums de la Leche League Parce et qu'il y a plusieurs d'allaitement forums? pour tous. Eh ben, aussi sur le forum d'allaitement pour tous Ok. ou quelques forums. Avant, tout au début où j'ai commencé, je me suis inscrite sur beaucoup de forums et je faisais du soutien Oui. sur beaucoup de forums en allaitement. Après, je me suis cantonnée à quelques forums que j'ai choisis un peu plus orientés dans la Leche League parce que parce que ça me tient à cœur et puis allaitement pour tous parce que c'est un peu plus orienté sur les mamans qui vivent des difficultés avec le DAL, enfin des difficultés Hmm, vraiment voilà, ces mamans-là, elles en veulent hmm. euh, donc c'est voilà, c'est très intéressant de soutenir ces mères-là. Et est-ce que tu te rends dans les réunions? Voilà, donc je vais aussi aux réunions mensuelles de mon groupe de la Leche League. Mhm. Et quand tu animes des réunions de portage, est-ce que les mamans te parlent d'allaitement? Est-ce qu'elles te posent des questions ou... Alors, nous, on a la chance, ou enfin, en tout cas, nos deux, la présidente de l'association de portage, donc Naître et Grandir en Confiance, c'est aussi notre animatrice de la Leche League. Quoi de mieux? Donc, donc effectivement, souvent on rencontre des mamans qui viennent à l'atelier de portage, mais aussi aux réunions allaitement ou alors aux réunions allaitement qui sont intéressées par le portage. Donc on revoit par la suite Okay. plus tard. Donc voilà, effectivement, on baigne un petit peu dans ce milieu-là de. Super. Donc, quelle que soit la réunion, elles peuvent faire adresser ces questions concernant l'allaitement et le portage. C'est ça. Ah, Donc c'est nous, on super. essaye de pas trop mélanger, pas trop pour la Leche League, pas trop faire Mm. de mélange de causes. Enfin, elle essaye de laisser le choix pour les ateliers de portage, de pas trop parler portage comme nous, on est animatrice, laisser un petit peu la place aux mères. Mais ensuite, quand on les revoit en atelier de portage, effectivement, on reparle d'allaitement. Ça m'arrive de voir mon animatrice, elle m'envoie des mamans pour voir les freins, pour qu'elle me parle C'est vrai. de tout ça, des symptômes et qu'on voit ensemble. Voilà, elle sait que visiblement je suis bien renseignée, donc effectivement, elle m'envoie toutes les mamans pour être sûre. Donc, Donc je les vois soit en atelier, soit après la réunion d'allaitement, soit je vois aussi des mamans. pour moi, l'allaitement et le portage, c'est tellement lié. Mm. Je l'ai pas eu les premiers 2 mois avec mon fils aîné et c'était un cauchemar. C'était le pire des souvenirs de toute ma vie. Devenir mère sans pouvoir
allaiter main libre sans pouvoir me balader avec mon enfant contre moi. Mhm. Et pour moi, quand j'ai découvert le portage, les deux sont fusionnés. Portage allaitement égale portage allaitement. C'était Ouais. inséparable les deux. Par contre, en revanche, il y a des générations de mères occidentales qui ont allaité sans portage, sans Sympa. jamais allaiter main libre. Et donc, je comprends que ça peut être perçu comme un conflit ou des causes séparées, mais moi, je les trouve inséparables. Oui, mais c'est la plupart des mères qui portent et qui viennent aux ateliers de portage et qui allaitent aussi, c'est ce qu'elles rapportent. Hein. Parce que du coup, on a un grand nombre de mères qui viennent aux ateliers de portage et qui allaitent enfin de l'animatrice LLL qui est aussi présidente de Naître et Grandir en Confiance. Donc on revoit tout le temps les positions d'allaitement dans l'écharpe. Voilà, Excellent. on a beaucoup de demandes et effectivement elles disent moi je pourrais pas allaiter et vivre au quotidien sans mon écharpe quoi. Super. Donc une fois qu'elles ont découvert, elles s'en passent plus quoi. Est-ce qu'il y a des mamans qui viennent en réunion avec des bébés beyond encore ou pas? Alors nous des baby bjorn dans notre région, on n'en voit pas quoi. On Ah bon? voit des ouais, nous bon il paraît qu'on est une région où les bébés sont beaucoup portés, où il y a quand même un courant très maternage proximal dans la Drôme mais moi j'en vois très peu des baby bjorn. On a quand même beaucoup de poussettes hein, mais par contre mais des portes-bébés, quand les mamans portent, souvent c'est en porte-bébé physiologique. Donc après, pas toujours bien. Les nouages parfois sont un peu dangereux dans les écharpes, ou bien pas trop adaptés à l'âge. Voilà, mais des bébés bjorn, on n'en voit pas trop. Et les mamans qui viennent en réunion et qui portent, bien souvent, c'est en écharpe. Hein. D'accord. Bien. Voilà. Super. Donc, Oui, si j'ai bien compris, c'est soit poussette, soit c'est portage en écharpe ou quelque chose de physiologique. physiologique, c'est ça, ouais. Voilà, c'est plutôt ça, oui. Dans ce que je rencontre. Aux alentours, j'en croise quelques-uns des porte-bébés, là, type kangourou, mais c'est vraiment assez rare, quoi. Quand j'ai commencé mes premières réunions de la Leche League il y a 12 ans et demi, on voyait que ça, hein. Il y avait que des baby bjorn. L'écharpe Ah n'était oui, pas encore arrivée en France. ouais, Le portage, c'était les baby bjorn c'est les à bébés, ça. l'époque. Ouais. Il fallait attendre longtemps avant le terme physiologique sortait, et ensuite il fallait comprendre ce que c'est physiologique et enfin ça a évolué, c'est super, évolué Ouais. énormément. Alors, est-ce que tu peux nous raconter combien de mamans soutiens-tu par mois en moyenne? Tu as une idée? Je sais pas trop, ça dépend en fait des mois. Des fois je vais beaucoup sur le forum et il y a beaucoup de discussions qui arrivent en même temps, donc ça dépend un petit peu. Des fois je suis beaucoup sur le forum et il y a beaucoup de questions en même temps. D'autres fois, je suis occupée à autre chose, donc je fais un petit peu moins de soutien. Mais c'est plusieurs par mois. Style de Euh, toi par mois ou style Voilà, 20-30? non, peut-être une ou deux par semaine en moyenne. Voilà, entre celles des réunions. Est-ce Ouais, que, en moyenne, ça doit être ça, oui. est-ce que quand tu vas sur un forum, tu sautes de dossier à dossier à dossier, ou tu parles avec beaucoup de mamans, ou est-ce que une maman te contacte? Enfin, comment ça marche sur les forums de soutien? Alors, les mamans, elles posent leurs questions et puis après, c'est à chaque intervenante de choisir si elles se sentent ou pas de répondre à cette question au moment où elles interviennent ou pas. Voilà, donc à ce moment-là, je regarde un peu tous les sujets et je choisis si j'interviens ou pas quoi. Ok. Et par la suite, les mamans te contactent personnellement ou ça reste toujours sur le forum, les communications? Alors parfois, il est arrivé une ou deux mères où je donne mon contact mail ou mon contact téléphone. Voilà, si je sens qu'elles ont vraiment du besoin de contact téléphonique ou voilà, ou d'avoir quelque chose de plus
de plus intime, mais bien souvent les contacts ils restent via le forum. Pour celles qui sont dans le forum, après je vois les mamans par contre que je vois en réunion, elles me recontactent après par mail, elles me contactent par téléphone, elles me demandent des informations. Là du coup c'est des suivis plus investis, je veux dire, parce que du coup c'est pas juste moi qui choisis d'aller sur le forum et de donner une réponse, quoi. Donc ça peut devenir très très personnel. La maman peut faire appel à toi autant qu'elle a besoin, je suppose. C'est ça. Wow, c'est ça. C'est ça, oui. J'ai des mamans qui m'envoient des textos à n'importe quand de la journée. Est-ce que je peux t'appeler maintenant? C'est vrai? Oui, oui. Ah, c'est génial. Je suppose et que puis, tu peux pas répondre une maman tout le temps. Notamment. Des fois, je peux pas. Des fois, je peux pas répondre. Je dis un peu plus tard ou. Bon, la plupart du temps, j'arrive à être disponible au moment, si c'est pas trop long, j'arrive à être disponible au moment où elles en ont besoin, voilà, selon. Qu'est-ce que tu allais dire? Je t'avais coupé, je suis désolée. J'allais dire, il y a même une maman avec qui je suis devenue très amie. C'est vrai? Une maman, ouais, avec qui tu m'avais mis en contact il y a un bon moment, oui. Via Allaitement pour tous. C'était pour une question de frein, peut-être? Voilà, pour une question de frein et de grève de tétée, donc. Ok, oui. Et voilà, donc c'est une maman avec qui je suis restée très amie. Oh, super! Voilà. C'est beau. Donc, il y a même des amitiés qui naissent par le soutien. C'est beau. C'est super, ouais. Que sont les problèmes les plus communs que tu vois dans les allaitements? Les problèmes les plus courants que je rencontre, c'est un petit peu des doutes sur la lactation, des doutes. Du coup, je suis très confrontée au problème des freins parce que j'en ai fait un petit peu mon nerf de la guerre. Ok, tout le monde vers toi. Tout le monde vient vers toi pour ça. Voilà, c'est ça. Je suis mon animatrice, effectivement, elle m'envoie des mamans. Sur les forums, je cible un petit peu les sujets, mais tu connais les questions à poser. Voilà. Okay. C'est ça. Donc, tu es la maman avec le plus d'expérience, je suppose, sur le forum ou dans les réunions. Oui, c'est ça, oui. Du coup, et puis donc l'expérience, mais aussi je me suis effectivement renseignée au-delà de mon expérience, quoi. J'ai lu tous les fichiers que je pouvais lire en français. Ouais. Bon, merci Julia d'avoir reconnecté. Donc avant que ça a coupé, la dernière question avait été: que sont les problèmes les plus communs que tu vois dans ton soutien pour des allaitements? Donc moi, je rencontre surtout des problèmes liés au frein parce que je suis en contact avec ces mamans parce que les mamans, mon animatrice par exemple, elle m'envoie les mamans concernées, parce que je vais chercher ces mamans sur les forums, donc je suis surtout un peu baignée dans ces problèmes de frein et parce que c'est le nerf de ma guerre. J'ai besoin de diffuser l'information et de donner toute l'information à toutes ces mamans qui en manquent et qui sont peu soutenues par leurs professionnels de santé. Et surtout, il me semble bien que tu dois être le plus documenté tu dois être extrêmement bien documenté. C'est ça, je suis allée chercher l'information. De par mon vécu, j'ai déjà une sacrée expérience avec mon fils. Je suis aussi allée chercher un maximum d'informations, enfin toute l'information que j'ai pu lire en français et qui est accessible à toutes les mères si elles ont envie. Donc toujours sur le site d'Allaitement pour tous. Voilà, puisque tu t'es documenté autant dans les questions de frein, ça veut dire que les informations existent en français et que les mamans et quiconque souhaite s'informer en question des freins de langue peuvent se documenter aussi. C'est ça, exactement. Donc de toute façon, quand je donne ces informations-là, je leur donne les liens et toute la visibilité sur le site. Donc effectivement, si elles ont envie de trouver l'information, elles peuvent, quoi.
Ok. Donc en fait, si tout le monde se documentait autant, Oui. à les limites, tu auras beaucoup moins de travail. C'est ça. Ok. C'est Question ça. d'information. C'est ça, oui, c'est une question d'information, oui. Et pour les professionnels de santé aussi, d'ailleurs, l'information est visible par tous, quoi. Oui, mais pour s'informer au-delà des examens à la faculté de médecine, Mhm. il faut s'y mettre. C'est ça. Et j'imagine que les rendez-vous s'enchaînent. À la fin de journée, tu es épuisé. Je pense qu'il y a cette profonde croyance que c'est un truc qui Mm. appartient. C'est vrai que ça appartient aux femmes. Oui. C'est vrai. Ça nous appartient. Mm. Je pense que le plus gros problème, c'est que nous, les femmes, sont sous l'impression qu'un professionnel de santé aura forcément une formation Mm. et aura forcément des informations, or que ce n'est Oui. pas le cas du tout. Ben non. Mais personne nous le dit. Donc Personne. C'est ça. on présume qu'on s'adresse à la bonne porte. C'est ça, oui. Surtout quand c'est des problèmes, bah, du coup, quelque part de santé, puisque hein, c'est pas des choses qu'on peut régler entre mères. Enfin, on peut pas aller chez la voisine et demander qu'elle nous coupe le frein, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, oui, oui, oui. C'est ça. Donc c'est un acte de santé, quoi, qui se pratique dans un cabinet avec un professionnel Un acte formé. Donc médical. effectivement, sur ce Ouais. médical, oui, voilà, merci. Effectivement, sur ce genre de problème, on s'attend à avoir de l'information d'un professionnel de santé, oui. Mm, mm. Je sais que depuis les dernières 50 ans, les seuls paragraphes sur les freins de langue étaient focalisés sur l'aspect. Il n'y avait rien de tout sur les symptômes, des autres symptômes sur la santé, les digestions ou autres chez l'enfant. Encore moins sur les adultes qui survivent les problèmes de frein de langue et deviennent adultes avec les mêmes problèmes de digestion, mais en plus gros en tant qu'adulte, ou respiration en plus gros, les apnées du sommeil, etc. Ouais. Plus gros. Donc les quelques paragraphes sont focalisés uniquement sur l'aspect. Pas, il y a rien sur le et encore moins sur la mobilité. Bien sûr. Alors, donc, ça c'est la chose le plus commun que tu vois parce que tu es apparemment inondé de demandes sur cette question-là. C'est ça. Ok, ben heureusement tu sais déjà comment lire ou poser des questions pour écarter la piste de mauvaise prise de sang, position, fréquence des tétés. Ça c'est important. Ça c'est des choses que je pense quelqu'un qui n'aura pas allaité avec un paquet de problèmes saura identifier. Oui. Alors, question, est-ce que tu peux nous raconter un ou deux allaitements qui t'ont particulièrement touché? Eh ben, moi, je m'investis beaucoup dans mon soutien auprès des mères. Donc, pour moi, c'est toujours assez touchant quand les mères elles persévèrent, qu'elles s'accrochent malgré les difficultés pour leur bébé. Et après, ce qui est vrai. Alors après, j'ai une histoire, donc un allaitement qui m'a particulièrement touchée. C'est la maman donc avec qui tu m'avais mis en contact. À cause des grèves de tétée, parce que les grèves de tétée, c'est quelque chose qui est très bouleversant pour moi de l'avoir vécu. Donc, je sais dans quel état les mères sont et combien c'est difficile pour les mamans de vivre ces grèves. Et voilà. Donc, cette maman, je l'ai eue au téléphone. Elle s'est battue. Elle a vécu ces grèves. Elle a essayé coûte que coûte de ramener son bébé au sein, enfin son bambin au sein, après la frénectomie. Voilà, donc ça c'était pour moi c'était très émouvant de vivre au quotidien parce que du coup je l'avais quotidiennement téléphone tous les jours, on se suivait pour suivre voilà les améliorations et qu'est-ce qu'elle avait mis en place le jour et tout ça. Ah oui. Voilà, oui. Super. Elle a gagné? Eh ben non, elle a pas réussi avec son bambin. Elle a pas réussi à le remettre au sein. Est-ce que tu dis frénectomie, c'était une ablation du frein ou c'était... Non, c'était une frénotomie à Paris avec la dentiste qui a fait la première coupe de Renan.
Donc je pense que probablement le frein avait effectivement pas été assez coupé. Ok. Ouais, ce Voilà. qu'on voit très souvent, en fait. Mm, Ok. c'est ça. Et l'enfant en question, il buvait au verre ou il prenait des biberons? Non, au verre, elle lui a donné. Ah oui, ok. Elle a continué à tirer pendant longtemps son lait derrière et elle lui C'est a vrai. donné au verre jusqu'à sa deuxième grossesse en fait. Ok. Et à sa deuxième grossesse, elle s'est voilà. Ah ouais, le lait devient colostrum très vite Oui, puis elle a après choisi grossesse. de voilà, elle a choisi d'arrêter. Il était grand. Elle a dit bon, maintenant j'arrête. Ouais, c'est particulier un allaitement, un tir-allaitement, c'est Oui, particulier. Hein, faut tirer beaucoup. Il y a beaucoup de nettoyage. Donc voilà, elle a oui, décidé que voilà, tant pis. Il avait oui. reçu beaucoup de bénéfices à 2 ans et demi et puis Ah, 2 ans et demi! à 2 ans et demi, ouais, elle a arrêté. Il avait- Ok, donc elle a assuré son minimum de 2 ans avec un tir-allaitement. Oui, c'est ça, oui. Holy C'est ça, smoke! oui. Ah oui, ça c'est super. Le Ouais. plus long tir-allaitement que je connais personnellement dans mon propre soutien, c'était 2 ans. Donc ça bat les 2 ans. Wow. Ouais. Elle a pas fait que du tir à allaitement parce que les grèves sont apparues Hein? euh, pas tout de suite, mais aux alentours, je sais plus quel âge il avait, 12 ou 13 mois, je crois, quand il a fait la grève totale. Ok, donc il se remettait au sein occasionnellement entre les tir-allaitements, entre les 12-13 mois, c'est ça? Et les 2 ans et demi? Non, il a fait une grève totale. Ah, à partir de Complètement. 12-13. Ok. Donc en fait, il a fait une grève totale à partir de 12-13 mois, c'est ça? C'est ça. Et donc elle avait tiré son nez jusqu'à 2 ans et demi. Ah, voilà, à peu près. Donc elle a fait. Donc c'est 10-11 mois de tir-allaitement. C'est ça, ouais. Ouais, ok, super. Ok. Ouais, Ouais, chapeau bas à la maman. ouais, Bien. ouais. Alors, est-ce que tu as des conseils à nous donner, ou donner aux mamans? Alors non, j'ai pas de conseils à donner. Je leur Ah bon? donne plein d'informations et toute l'information dont elles ont besoin pour tenir bon et voilà, du soutien, de l'aide, les féliciter, leur faire qu'elles continuent à se battre et à croire en leur capacité et en la capacité de leur bébé. Et voilà, l'information est disponible. Moi, je sais aller la chercher. Enfin, il y en a un bon paquet que je sais aller chercher, donc je les partage pour qu'elles reçoivent cette information et qu'elles puissent elles-mêmes faire des choix en ayant cette information-là. Donc, c'est elles qui font leur choix pour leur bébé. Voilà. Super, pour assurer son propre allaitement. C'est ça. Parce que chaque mère est différente et que un conseil qui pourrait convenir à une mère ne conviendrait pas à une autre. Alors que si on donne de l'information, la mère choisit ensuite comment elle met en place et comment elle se sert de cette information pour poursuivre son allaitement. Mhm. Est-ce que tu vois, est-ce que l'allaitement doit toujours être une bataille? Ah non, l'allaitement ne devrait pas être une bataille. On cherche à ce que l'allaitement il soit le plus serein possible, le plus facile possible, que ça soit juste un échange de nourriture et d'amour avec son enfant. Et voilà, que ce soit tout simple, une tétée, qu'on n'ait même pas besoin de les compter, de savoir quand notre enfant a mangé la dernière fois, de savoir si ouf, il a bien pris de poids comme il faut. Voilà, ça devrait effectivement être juste un moment de partage et de détente et qu'il n'y ait pas toutes ces questions à se poser compliquées. Tu vois les allaitements faciles? Non, je vois pas trop d'allaitement facile, mais je pense que quand on se décide quand on fait le choix de faire du soutien à l'allaitement, on rencontre pas forcément des mamans où l'allaitement est facile. Après, si, il y en a dans les réunions, il y a des mamans habituées qui ont traversé des difficultés parce que bien souvent les mamans viennent aux réunions quand elles ont des difficultés et elles
continuent de venir pour partager leur expérience et parce qu'elles s'y sentent bien. Donc il y a des mamans après, leur allaitement roule et qui sont contentes de venir partager, mais souvent quand on voit les mamans quand même, c'est parce que elles ont des difficultés. Donc les allaitements, la majorité des allaitements se passent bien, mais on les voit pas et on n'en entend pas parler parce qu'elles ressentent pas le besoin de recevoir du soutien puisque tout se passe bien et naturellement. Donc voilà. Merci beaucoup, Julia, d'avoir partagé ton temps et tes expériences avec nous. Merci beaucoup à Renan aussi, qui avait participé un petit peu. Si on veut te trouver, on te trouve... Comment s'appellent les forums sur lesquels tu es active? Est-ce que tu as un pseudo? LLLFrance.org et Forum APT. Forum APT, d'accord. Et ton pseudo, tu as un pseudo que tu peux annoncer? Et je suis Tétouju. Donc, si on te cherche, c'est Tétouju. Voilà. C'est ça. Avec beaucoup d'expérience en frein de langue et frein de lèvres, beaucoup d'expérience en grève de tétée, et très, très, très documenté dans ces problèmes très spécifiques et dans le soutien de l'allaitement global. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Charlotte. À bientôt. Bye bye. Au revoir.